Bienvenue dans cet épisode spécial dont le titre est Amadou Ahidjo, la mort d'Ernest Ouandié, grand leader indépendantiste, de son arrestation au procès et à son exécution. Chères toutes, chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Tchimiya, professeur des universités et président du Mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, MLDC. Ernest Ouandié est l'une des plus grandes figures de la lutte pour l'indépendance du Cameroun et du maquis de l'Union des populations du Cameroun dans les années 50-60. Leader nationaliste camerounais, il fut impliqué dans la guerre d'indépendance contre l'administration coloniale française, puis dans l'insurrection qui suivit l'indépendance formelle du Cameroun en 1960. Son arrestation en 1970, suivie d'un procès politique retentissant, et son exécution en 1971, une exécution publique, ont marqué le tournant sombre de l'histoire postcoloniale du Cameroun. Le présent épisode spécial retrace, dans un style académique et documenté, les circonstances de l'arrestation d'Ernest Ouandié, le déroulement de son procès, ainsi que les détails de son exécution, en s'appuyant sur les sources historiques et archivistes véritablement fiables. Parlons maintenant du contexte historique et du parcours d'Ernest Ouandié avant 1970. Pour comprendre le destin de ce grand homme, il faut rappeler le contexte de lutte anticoloniale au Cameroun. Fondée en 1938, l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, est le principal mouvement nationaliste qui revendique l'indépendance réelle du Cameroun vis-à-vis de la tutelle française. La répression coloniale s'intensifie dans les années 50 et plusieurs dirigeants de l'UPC sont éliminés par le pouvoir colonial ou ses alliés locaux. Ruben Oumiobe est assassiné en 1958. Félix Roland Moumié est empoisonné en 1960. Ernest Ouandié apparaît donc alors comme l'héritier de ce combat. Instituteur de formation, il milite dans les années 40-50 pour l'émancipation et grimpe dans la hiérarchie de l'UPC. Il devient vice-président en 52. Après l'interdiction de l'UPC par les autorités coloniales en 55, Ouandié s'exile un peu de temps et séjourne notamment au Cameroun britannique, puis en Égypte, puis au Soudan, en Chine, à Cuba, en Algérie et dans les autres pays qui soutiennent les mouvements indépendantistes. En 1960, lorsque le Cameroun obtient une indépendance minimale ou nominale sous la présidente Amadou Ahidjo, alliée de la France, l'UPC refuse de déposer les armes. Une guerre civile larvée oppose donc le régime d'Amadou Ahidjo aux indépendantistes nationalistes. En 1960, lorsque le Cameroun obtient une indépendance nominale sous la présidence d'Amadou Ahidjo, allié de la France, l'UPC refuse de déposer le combat. Une guerre civile larvée oppose donc le régime d'Amadou Ahidjo aux maquisards nationalistes. Ouandié rentre au pays, prend la tête de l'armée de libération nationale du Cameroun, la branche armée de l'UPC, et poursuit la lutte clandestine dans les maquis de l'Ouest Cameroun. Entre 1961 et 1970, ce conflit fait des milliers de morts, des milliers. D'après les chiffres officiels cités lors de son procès, les opérations de maintien de l'ordre, en parenthèse, auraient coûté la vie à 47 militaires, 69 gardes civiques et 962 civils, tandis que du côté des maquisards, on a eu plus de 4000 morts. Ces chiffres témoignent de la violence et de la gravité, qualifiée de guerre cachée pendant longtemps et occultée par la France-Afrique. C'est une guerre de libération. Au fil des années 1960, le maquis de l'UPC perd son ampleur, plusieurs chefs sont neutralisés et le soutien populaire s'érode sous l'effet de la répression. Ernest Ouandié demeure quand même le symbole de la résistance. Entre 1968 et 1970, il parvient quand même à survivre dans la clandestinité grâce à des appuis discrets, dont celui du prélat catholique, Monseigneur Albert Ndokmo, évêque de Konsamba, qui entretient des contacts secrets avec lui. Le régime d'Ahidjo cherche activement à capturer Ouandié.
dernier chef historique encore en lutte. La traque s'achève pendant la période des pluies 1970 avec l'événement qui va précipiter la fin du maquis, l'arrestation d'Ernest Ouandié. Poursuivons maintenant avec l'arrestation d'Ernest Ouandié en août 1970. Ernest Ouandié est finalement capturé le 19 août 1970 dans l'ouest Cameroun, près de la localité de Mbanga. Selon l'ordonnance du renvoi du tribunal, ce sont, disent-ils, les habitants de la région qui l'appréhendent et le livrent aux autorités, profitant de l'absence momentanée de son protecteur, Monseigneur Albert Ndokmo. Après presque 10 ans de vie dans la clandestinité, la chute du chef de la rébellion traduit l'épuisement de la rébellion. D'après les informations fournies par les autorités de Yaoundé, le groupe armé qu'Ouandié commandait au moment de son arrestation ne comptait plus que 40 hommes. Ce faible effectif montre que le maquis était déjà presque décimé, ce qui soulève rétrospectivement la question de la nécessité de son exécution pour un mouvement déjà moribond. Pourquoi l'avoir exécuté alors que l'UPC ne présente plus aucun danger? L'arrestation d'Ouandié s'inscrit dans le cadre d'une affaire politico-judiciaire plus vaste connue sous le nom de l'affaire Ndokmo Ouandié, qui marque le dernier acte de la guerre contre l'UPC. En effet, l'évêque Albert Ndokmo, accusé d'avoir soutenu Ouandié, est lui-même arrêté peu de temps après. Le régime d'Ahidjo entend ainsi démanteler le réseau clandestin en frappant aussi, bien que le chef de la guérilla, tous ses complices présumés. Les deux hommes vont être traduits devant un tribunal d'exception aux côtés de plusieurs autres prévenus pour répondre à multiples charges liées à la rébellion. Un procès politique devant le tribunal militaire en décembre 1970. Le procès d'Ernest Ouandié, couplé de celui de Monseigneur Ndokmo, s'ouvre le 26 décembre 1970 à Yaoundé, devant le tribunal militaire d'exception. Pas moins de 28 accusés comparaissent lors de ce procès historique, qualifié dans la presse de procès de la rébellion. La salle d'audience est comble, remplie d'observateurs, de journalistes, de diplomates et de représentants du clergé, venus assister à ce qu'ils perçoivent comme le jugement emblématique de la lutte armée au Cameroun. La cour est présidée par le capitaine Paul Ndiok, assisté du lieutenant-colonel Boba Kaele et du capitaine Ngidjol, le capitaine Émile Manga, occupant le poste de commissaire du gouvernement, dont le procureur. Dès l'entame du procès, une bataille de procédure s'engage au sujet de la défense des accusés. Ernest Ouandié avait constitué plus d'1 mois auparavant, avant l'audience, un collectif d'avocats étrangers, notamment Maître Jacques Vergès du barreau de Paris et Maître Ralph Milner du barreau de Londres, afin d'assurer sa défense. Or, les autorités camerounaises ayant refusé de délivrer des visas à ses avocats, Ouandié se retrouve privé de conseil. Donc, face à cette situation, il recuse l'avocat commis d'office, avec raison par le tribunal, Maître Orcel, et déclare refuser de se défendre dans de telles conditions. Il dit, je le cite, « Il m'est impossible d'être jugé, le gouvernement veut m'abattre, ce procès est une forfaiture. » Fin de citation. Après ces incidents initiaux, le tribunal passe outre mesure les objections et procède à la lecture de l'acte d'accusation. Les chefs d'accusation retenus contre Ernest Ouandié et ses co-accusés sont extrêmement lourds et graves. En substance, on leur reproche d'avoir, entre 1961 et 1970, dans la région de l'Ouest Cameroun et dans le département du Mungo, je cite, tenté par la violence de modifier les lois constitutionnelles ou de renverser les autorités politiques instituées par les dites lois. Fin de citation. C'est-à-dire d'avoir tenté un coup d'État. L'autre accusation, organiser et commander les bandes armées dans le but de provoquer une guerre civile et commettre la révolution. Fin de citation. L'autre accusation, commis ou fait commettre des assassinats, des incendies, des arrestations et des séquestrations de personnes
des pillages en bande dans les villages. Fin de citation. Donc, allusion aux diverses exactions attribuées aux maquisards pendant la rébellion et complicité de l'ensemble dans ces crimes. Ces formules, directement tirées de l'ordonnance de renvoi, criminalisent l'ensemble des activités de l'UPC armée. Elles brossent le portrait d'un criminel cherchant à s'aimer la terreur pour faire abdiquer le pouvoir, soulignant notamment les actes de violence sur les civils imputés aux maquisards. Le rôle de Monseigneur Ndogmo, évidemment, est aussi énoncé dans l'accusation. On dit le prélat est présenté comme un allié de l'ombre qui aurait protégé Wandié et même ambitionné d'exploiter l'insurrection pour accéder à la magistrature suprême. Donc, prendre le pouvoir. Invité à répondre aux accusations, Ernest Wandié persiste dans son refus de collaborer, fidèle à sa logique et à son idéologie. Lorsque le président du tribunal l'interroge sur les faits, il réitère, je le cite, qu'il s'agit d'un jugement de pure forme. Félicitations, et garde le silence tout au long des débats, refusant de cautionner une procédure qu'il estime inique. Son mutisme contraint le tribunal à poursuivre sans sa participation active. Les juges lisent à voix haute des déclarations antérieures de l'accusé, présentant les pièces à charge et entendent d'autres témoins et prévenus. Monseigneur Ndogmo, de son côté, adopte une ligne de défense différente. Il reconnaît en partie ses torts et implore la clémence, déclarant par exemple, en fin d'audience, je le cite, avoir mal fait, et demandant pardon pour ses actes. Le contraste est frappant. Entre le repenti du prélat et l'attitude de Wandié, il faut se poser des questions. Le procès dure une dizaine de jours. À l'extérieur, l'affaire suscite une vaste mobilisation internationale. En France, notamment, un comité de soutien se forme pour sauver Ernest Wandié et les autres condamnés potentiels. Des intellectuels et des grandes personnalités comme l'ancien ministre Pierre Côte, l'écrivain Michel Leiris, le philosophe Paul Ricoeur ou le linguiste Noam Chomsky signent des pétitions en faveur d'Ernest Wandié, tandis que les ouvriers de l'usine Thomson CSF de Villacoublay apportent leur soutien. Malgré ces appels et l'assistance de quelques avocats camerounais, pour les autres inculpés, le sort prévenu semble scellé d'avance. Un avocat de la défense, Maître Luc Zendé, conseil de Monseigneur Ndogmo, racontera plus tard que le capitaine Jock lui aurait confié son inexpérience juridique et qu'un des assesseurs aurait estimé, en parenthèse, on perd du temps et le tribunal n'avait qu'à rendre sa décision. Pour Maître Zendé, aucun doute, le procès était orchestré, réglé d'avance par le pouvoir en place. Le verdict tombe le 5 janvier 1971. Comme redouté, Ernest Wandié est condamné à la peine de mort, tout comme deux de ses compagnons de maquis, Mathieu Jassep, alias Ben Bella, son secrétaire particulier, et Raphaël Forcing, agent de liaison entre Wandié et Monseigneur Ndogmo. Monseigneur Ndogmo, pour sa part, est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Réclusion à vie. Peine moins lourde, sans doute, en raison de sa collaboration partielle avec la justice. Et sur les 28 accusés, 10 sont acquittés et la plupart des autres écopent des peines de prison allant entre 5 ans et 20 ans d'emprisonnement. La sévérité particulière à l'égard d'Ernest Wandié, la peine capitale, s'explique par son rôle de chef de maquis et son refus d'exprimer le moindre remords ou regret. Dès lors, la question de son exécution effective devient qu'une question de temps, dépendant en dernier ressort d'une décision politique du président de la République, Amadou Ahidjo. Parlons dès à présent de la condamnation à mort et l'exécution publique d'Ernest Wandié en janvier 1971. Après le verdict, Ernest Wandié et les deux autres condamnés à mort disposent théoriquement d'un délai pour introduire un recours en grâce. C'est une demande de commutation de peine.
auprès du chef de l'État. Cependant, fidèle à son engagement, Wandje refuse catégoriquement de solliciter la clémence présidentielle. On vient lui présenter le formulaire de recours presque chaque jour en prison. Mais il répond à chaque fois ceci. Je le cite. « Prenez vos responsabilités. Moi, je prends les miennes devant l'histoire. » Fin de citation. Tandis que Monseigneur Ndogmo, lui, finit par demander pardon et implorer la grâce. Wandje demeure inflexible, préférant affronter la mort plutôt que de renier son combat. La détermination d'Ernest Wandje place le président Ahidjo dans ses responsabilités. Ce dernier hésite initialement à ordonner l'exécution, d'autant que l'année 70 s'achève et qu'il pourrait être tentant pour le régime de laisser le temps faire son temps. De nombreuses personnes au Cameroun et à l'étranger plaident alors en faveur d'une clémence ou au moins d'un sursis. Néanmoins, un élément extérieur va brusquer le cours des choses. D'après les témoignages ultérieurs de Moussa Yaya, un haut responsable du régime, c'est un émissaire français de premier plan, Jacques Foccart, conseiller spécial du gouvernement français pour les affaires africaines, qui serait intervenu pour exiger l'exécution rapide d'Ernest Wandje. Au début de janvier 1971, Jacques Foccart aurait fait un aller-retour éclair à Yaoundé et rencontré le président Ahidjo en lui signifiant que le cas Wandje devrait être réglé avant la visite officielle et imminente du président français Georges Pompidou au Cameroun. Le 15 janvier 1971, à l'aube, Ernest Wandje est extrait de sa cellule en secret. Officiellement, il n'y a pas de dernière minute de pardon d'Ahidjo et l'ordre d'exécution est signé. Ce même jour, 2 autres condamnés à mort, Raphaël Fossing, condamné dans le procès de Wandje, et Gabriel Tabeu, alias Wambo, le courant, condamné lors d'un second procès, dit du complot impliquant Monseigneur Ndogmo, sont également conduits au lieu d'exécution. Fait notable, Monseigneur Ndogmo, qui avait lui aussi été condamné dans le second procès, a bénéficié d'une grâce présidentielle de dernière minute le 13 janvier. Sa peine étant commuée à la détention à vie, Wandje lui demeure jusqu'au bout, exclu de toute mesure de clémence. Les autorités transfèrent discrètement les prisonniers de Yaoundé à Bafoussam, capitale de la région de l'Ouest, en pays bamileke, où le maquis UPC avait été particulièrement actif. L'exécution est programmée en place publique, manifestement pour marquer les esprits. Le choix de Bafoussam, ville au cœur de la zone d'influence de l'UPC, traduit la volonté du régime d'Ahidjo d'impressionner les populations suspectes de sympathie pour les maquisards, en faisant de ces exécutions un exemple dissuasif. Le vendredi 15 janvier, au matin, alors que les voix s'élèvent encore pour demander la clémence du président, tout est déjà fini. Ernest Wandje, 47 ans, est fusillé sur la place publique de Bafoussam, devant une foule rassemblée par les autorités. À ses côtés tombent également Raphaël Fossing et Gabriel Tabeu, exécutés lors de la même mise à mort collective. La nouvelle de l'exécution n'est rendue publique que dans la soirée du 15 janvier 1971 via un communiqué laconique du ministère de la Justice camerounais. Quelques heures plus tôt, une dépêche de l'agence France Presse avait déjà laissé craindre le pire en annonçant le transfert des condamnés vers Bafoussam par avion militaire spécial. Malgré l'indignation de certains observateurs, le régime justifie son geste en invoquant la nécessité de châtier ces hommes coupables d'avoir freiné la marche du pays par leur violence. Dans la presse gouvernementale camerounaise, on souligne que ces condamnés ont tué, détruit et freiné l'épanouissement économique de la nation, cherchant ainsi à légitimer l'exécution capitale comme un mal nécessaire. Des témoignages oculaires de la scène d'exécution rapportent que, après
la salve de peloton d'exécution, Wandje, grièvement atteint, serait encore vivant pendant quelques instants. Selon certains récits, un officier européen présent parmi l'assistance se serait alors approché du condamné agonisant et lui aurait tiré une balle de revolver à bout portant pour l'achever. Ces scènes rapportées de façon posthume et non officiellement confirmée restent controversées. Elle est d'ailleurs signalée comme information douteuse dans les sources officielles. Elle alimente cependant l'imaginaire tragique entourant la mort d'Ernest Wandje, perçu comme un héros, un martyr de la cause nationaliste camerounaise. L'exécution d'Ernest Wandje, dernier chef historique de l'UPC, encore en vie, marque la fin définitive de l'insurrection nationaliste entamée sous la colonisation. En éliminant ce symbole, le régime d'Ahidjo pense avoir éradiqué toute velléité de résistance armée au Cameroun. Cependant, loin de résoudre les tensions, cet acte laissera une empreinte durable sur la mémoire nationale. Parlons des réactions et de la prospérité. À court terme, la rigueur d'Ahidjo envers Wandje a des effets paradoxaux. D'un côté, elle consolide le pouvoir du président de la République en éliminant l'ennemi public numéro 1. De l'autre côté, elle creuse plus le fossé entre une patrie, une population, notamment dans la région de l'Ouest et Bassa, où Wandje était tout un grand héros, et le reste du pays. Comme l'analysa lucidement un correspondant de presse en 1971, la sévérité d'Ahidjo ne renforcera pas l'adhésion à son régime de ceux des Bamileke qui ne sont pas ralliés au parti unique. Autrement dit, la fracture entre le pouvoir central et les anciens fiefs nationalistes reste béante malgré la disparition des maquisards. Sur le plan international, l'exécution d'Ernest Wandje provoque une onde de choc parmi les militants anticolonialistes et les défenseurs des droits de l'homme. La figure de Wandje acquiert une dimension iconique, rejoignant celle d'Oumyobé de Mounié dans le panthéon des martyrs de l'indépendance africaine. Avec le recul, les historiens considèrent que l'élimination successive de ces trois leaders de l'UPC 1958, 1960, 1971 fut le résultat d'une politique conjointe de la France et des élites post-coloniales pour neutraliser toute opposition nationaliste radicale au Cameroun. Cette guerre cachée de décolonisation, longtemps tu commences aujourd'hui à être mieux documentée et reconnue. Il aura fallu plusieurs décennies pour que la mémoire officielle d'Ernest Wandje évolue au Cameroun. En 1991, dans le contexte de la démocratisation naissante, l'Assemblée nationale du Cameroun vote une loi réhabilitant les figures de l'histoire nationale. Ernest Wandje est alors formellement réhabilité et proclamé héros national par la représentation nationale. La loi numéro 91/022 du 16 décembre 1991 stipule que les personnes ainsi réhabilitées ont œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance ou la construction du pays. Et qu'à ce titre, tout préjugé négatif à leur égard doit être dissipé. Cette reconnaissance officielle, plus de 20 ans après son exécution, constitue un renversement symbolique. Le rebelle d'hier est honoré comme patriote. Néanmoins, cette réhabilitation est restée en partie purement déclarative. En pratique, aucun monument d'envergure n'a encore été érigé à la mémoire d'Ernest Wandje ou d'autres nationalistes camerounais et le sujet demeure sensible dans l'histographie nationale. Plus de 60 ans après sa mort, Ernest Wandje suscite toujours les débats et émotions au Cameroun. Sa tombe à Bafoussam est devenue un lieu de mémoire controversé au point d'être profané en 2025. Signe que les blessures du passé colonial ne sont pas complètement refermées. Pourtant, pour de nombreux Camerounais, Wandje reste avant tout un symbole du sacrifice suprême pour la liberté. Son arrestation, son procès inéquitable et son exécution publique
alors que l'UPC ne présentait plus un danger, apparaissent rétrospectivement comme le tragique épilogue d'une lutte de libération nationale inachevée. L'étude rigoureuse de cette page de l'histoire, à travers les archives, les témoignages et les travaux universitaires, permettent non seulement d'honorer la mémoire d'Ernest Ouandié, mais aussi de mieux comprendre les dynamiques de transition de pouvoir au Cameroun vers l'indépendance et les dérives autoritaires qui en ont suivi. Et c'est en éclairant ces zones d'ombre que les chercheurs et les étudiants peuvent contribuer à une réconciliation apaisée avec le passé, condition nécessaire à la faveur de la construction d'un avenir politique plus inclusif au Cameroun.